Aujourd'hui, on va faire des on va merde. On T'es dans le Aujourd'hui, thème. on va faire du dessin. Parce que j'ai les mains moites. Il fait chaud, hein. Oh, putain. Avec un bic. Alors d'abord, il vous faut du papier vierge, comme moi. Ouais. Je m'y attendais pas, ça. Waouh! Voilà, Acteur Studio, vous pouvez me recruter. Ah, mais en vrai, je le trouve parfait avec mon perso. Plus de ce début de live. Je réponds plus de rien, moi. Je suis absolument pas responsable de tout ce qui se passe là maintenant. Allez, on y va, Mascox. Are you ready? Tellement. Comme j'ai... Oui oh, pff. Ça veut dire qu'on peut y aller. Ouais. Allez, let's gong. C'est maintenant ou jamais. Donc maintenant. Bonsoir tout le monde et bonsoir la rediff. Et bienvenue dans cette tardive mais présente horrifique histoire. Et tout de suite, nous continuons la nouvelle à travers les portes de la clé d'argent, la troisième nouvelle du recueil Démons et merveilles. Nous attaquons le chapitre 4. On peut regarder un petit coup le dessin histoire de se mettre dans le bain. Et c'est parti. Bonne écoute, braves gens. La progression de Randolph Carter à travers cette masse de maçonnerie cyclopéenne ressemblait à une vertigineuse plongée à travers l'infini des gouffres interstellaires. Il fut pénétré par l'immense douceur de ces vagues divines et triomphantes venues d'une énorme distance. Il perçut le bruissement des grandes ailes et crut entendre un bruit semblable au murmure et au balbutiement d'êtres étrangers à la Terre et au système solaire. Jetant un coup d'œil en arrière, il vit que se dressait non pas une seule porte, mais une infinité de portes. Et devant certaines d'entre elles, hurlaient des formes dont il n'essaya pas de se souvenir. Soudain, il ressentit alors une terreur plus grande que celle qu'aucune des formes aurait pu lui inspirer. Une terreur qu'il ne pouvait fuir parce qu'elle faisait partie de lui-même. Le passage de la première porte lui avait enlevé un peu de son équilibre et lui avait fait douter de son apparence physique et de ses relations avec les objets qui l'entouraient. Mais il n'avait pas altéré son sens de l'unité. Randolph Carter était resté Randolph Carter, un point fixe dans le bouillonnement dimensionnel.
par-delà l'ultime porte. Il comprenait à présent, dans un éclair de frayeur destructrice, qui n'était pas une seule personne, mais une foule de personnes. Il était au même instant présent en de multiples lieux. Sur Terre, le 7 octobre 1883, dans l'apaisante lumière du soir, un petit garçon nommé Randolph Carter quittait la tanière du serpent, dévalait la pente rocheuse et à travers le verger aux rameaux tordus, gagnait la maison de son oncle Christopher, bâtie dans les collines au-delà d'Arkham. Pourtant, toujours au même instant qui, l'on ne sait comment, se situait en l'année terrestre 1928, une ombre pâle, ayant droit elle aussi au nom de Randolph Carter, s'asseyait parmi les anciens, dans l'extension transdimensionnelle de la Terre. Ici, dans les abîmes cosmiques qui se creusent, illimités et inconnus, par-delà l'ultime porte, il y avait un troisième Randolph Carter. Ailleurs, dans un chaos de mondes, dans la multiplicité monstrueuse et sans fin, le jeta au bord de la folie, s'agitait une foule confuse et innombrable d'êtres qui, il le savait, étaient tout autant lui-même, que ce soit dans lequel il était maintenant présent, par-delà l'ultime porte. Des Carter. Il envoyait, à travers tous les siècles connus ou présumés de l'histoire de la Terre, et à des âges plus reculés de l'entité terrestre, dépassant toute connaissance, toute intuition et toute vraisemblance. Des Carter, de forme à la fois humaine et non humaine, vertébrés et invertébrés, animal et végétal, doué de conscience et privé de conscience. Et même des Carter n'ayant rien de commun avec la vie terrestre, mais se mouvant contre toutes les règles de la raison, sur des arrière-plans de planètes, de galaxies et de systèmes appartenant à d'autres continuums cosmiques. Il voyait les spores de vie éternelle en train de dériver de monde en monde, d'univers en univers. Et ces spores aussi étaient lui. Quelques-unes de ces visions lui rappelaient des rêves, simultanément indistincts et éclatants, soudains et persistants, qu'il avait eus tout au long des années, depuis qu'il avait pour la première fois commencé à rêver. Et parmi ces visions, certaines le hantaient et le fascinaient de façon horrible, comme si elles lui eussent été familières, ce qu'aucune logique terrestre n'eût pu expliquer. S'en étant rendu compte, Randolph Carter chancela, étreint par une horreur suprême. Une horreur telle que l'idée même ne lui en avait pas été suggérée par cette autre horreur qu'il avait saisie au comble de la nuit hideuse où il s'était aventuré avec Harley Warren dans une nécropole ancienne et abhorrée,
et en avait seul réchappé. Aucune mort, aucune sentence de mort, aucune extrême angoisse ne peut se comparer à l'excès de désespoir qui le submergea à la pensée d'avoir perdu son identité. S'enfoncer dans le néant ouvre un oubli paisible. Mais être conscient de son existence et savoir cependant que l'on n'est plus un être défini, distinct des autres êtres, que l'on n'a plus un soi. Voilà le sommet indicible de l'épouvante et de l'agonie. Et merci Vitos pour ton sub. Il savait qu'un Randolph Carter de Boston avait existé. Il ne pouvait pourtant savoir au juste si c'était lui, fragment ou facette d'entité au-delà de l'ultime porte, ou quelqu'un d'autre qui avait été ce Randolph Carter. Son soi avait été détruit, et malgré cela, grâce à quelques facultés inimaginables, il avait également conscience d'être une légion de soi. Si toutefois, en ce lieu où la moindre notion d'existence individuelle était supprimée, pouvait survivre encore une aussi singulière chose qu'un « il ». C'était comme si son corps avait été brusquement transformé en l'une de ces effigies munies de membres et de têtes multiples que l'on trouve sculptées dans les temples de l'Inde. Dans une tentative insensée, il contemplait cet agglomérat, essayant de séparer son corps originel de tout ce qui lui avait été ajouté. Si toutefois, ô comble d'horreur, il pouvait exister un corps originel distinct de ces incarnations multiples. Pendant ces terribles réflexions, le fragment de Randolph Carter qui avait dépassé l'ultime porte fut arraché à ce qui semblait être le nadir de l'horreur, pour être jeté dans les noirs abîmes d'une horreur encore plus profonde. Et cette fois, cela venait très nettement de l'intérieur. C'était une force, une sorte de personnalité qui, brusquement, lui faisait face, l'entourait et s'emparait de lui et qui, tout en s'intégrant à sa propre présence, coexistait à toutes les éternités et était contigu à tous les espaces. Il n'y avait pas de manifestation visible, mais la perception de cette entité et la redoutable combinaison des concepts de situation, d'identité et d'infinité lui communiquaient une terreur paralysante. Cette terreur dépassait de loin toutes celles dont jusque-là les multiples facettes de Carter avaient osé soupçonner l'existence. Et bonne nuit Vitos. Et Blackbeat, et merci encore énormément Vitos pour tous les subs. Et merci à vous de vous follow et de votre découverte. À bientôt. En face de ce redoutable prodige, le fragment Carter oublia l'horrible anéantissement de son individualité. Cette entité était un tout en un et un en tout. Un être à la fois infini et limité, qui n'appartenait pas seulement à un continuum d'espace-temps, mais faisait partie intégrante de l'ultime essence motrice du maelstrom éternel des forces de vie, de l'ultime maelstrom sans limite qui dépasse aussi bien les mathématiques que l'imagination. Cette entité était peut-être celle que certains cultes secrets de la Terre nomment à voix basse Yog Sothoth, et qui, sous d'autres noms, fut une déité.
Les crustacés de Yugoth l'adorent comme celui de l'au-delà, et les esprits vaporeux des nébuleuses spirales le désignent par un signe intranscriptible. En un éclair, le fragment Carter prit conscience de la superficialité et de l'insuffisance de toutes ses conceptions. L'être s'adressait maintenant au fragment Carter, au moyen de prodigieuses vagues qui déferlaient, brûlaient et tournaient. Une concentration d'énergie qui anéantissait son récepteur avec une violence presque impossible à supporter et qui, par son rythme extraterrestre, était comparable au mystérieux balancement des anciens et au clignotement des lumières démoniaques rencontrées dans cette déconcertante région qui s'étend par-delà la première porte. Ce fut comme si des soleils, des mondes et des univers avaient convergé en un point dont ils auraient conspiré d'anéantir la véritable position dans l'espace par un choc d'une furie irrésistible. Devant une grande terreur, une plus petite s'atténue et les vagues brûlantes semblèrent, on ne sait comment, isoler le Carter qui était par-delà l'ultime porte de son infinité de doubles, lui restituer son état initial et l'illusion de son identité. Au bout d'un certain temps, Carter commença à traduire le langage des vagues en discours compréhensibles, et le sentiment d'horreur et d'oppression déclina. L'épouvante se mua en simple crainte respectueuse. Et ce qui lui avait semblé démoniaque et anormal lui parut dès lors ineffable et majestueux. Randolph Carter, semblaient dire les vagues, les anciens. On va la refaire parce que c'est écrit chelou, c'est Lovecraft. Je disais donc. Randolph Carter Semblait dire les vagues. les anciens, mes représentants sur l'extension de votre planète, vous ont envoyé à moi, parce que vous êtes celui qui, retourné récemment aux basses terres du rêve, ne s'en est pas contenté, mais s'est élevé avec la plus grande liberté, jusqu'à des désirs et des aspirations plus nobles et plus grands. Vous vouliez remonter l'Oukranos doré, rechercher les cités ivoirines et oubliées qui se dressent dans le Clède lourd d'orchidées et régner sur le trône d'opale d'Ilegvad, cette ville dont les tours fabuleuses et les dômes innombrables s'élancent majestueusement vers l'unique étoile rouge d'un firmament étranger à votre terre et à toute matière. Maintenant que vous avez franchi les deux portes, vous souhaitez faire des découvertes bien plus élevées. Vous ne voudriez plus passer, comme un enfant, d'une vision désagréable à un rêve complaisant. Mais vous voudriez vous enfoncer, comme un homme, dans l'ultime secret qui gît par-delà toutes les visions et tous les rêves. Ce que vous poursuivez, je l'estime bon
Je suis prêt à accorder ce que je n'ai jamais accordé que 11 fois à des êtres de votre planète et 5 fois seulement à ceux que vous appelez des hommes ou à des êtres qui leur ressemblaient. Je suis prêt à vous montrer l'ultime mystère. Le regarder détruit un esprit faible. Pourtant, avant que vous ne contempliez ce dernier et premier des secrets, vous pouvez encore choisir en toute liberté et retourner, si vous le désirez, à travers les 2 portes. Le voile demeurera intact devant vos yeux. Un arrêt soudain dans le flux des vagues fit retomber Carter, frissonnant et terrifié, dans un silence plein de désolation. L'immensité du vide le pressait de partout, mais il savait que l'être était encore là, présent. Au bout d'un moment, Carter pensa des mots dont il transmit la substance mentale à l'abîme. J'accepte. Je ne reculerai pas. Et bonsoir Arthur, et merci beaucoup pour ton 30e mois. Ça régale. Les vagues à nouveau l'enveloppèrent, et il comprit que l'être avait entendu. L'esprit infini faisait maintenant descendre sur lui un flot de connaissances, et des visions nouvelles s'ouvraient qui le préparaient à une telle compréhension du cosmos que jamais il n'avait espéré en avoir de semblable. Il apprenait combien est enfantine et limitée la notion d'un monde à 3 dimensions. Il apprenait qu'il existe quantité d'autres directions, outre celles connues d'avant, d'arrière, de haut, de bas, de droite et de gauche. Il découvrait l'insignifiance et la futile vanité des petits dieux terrestres, la mesquinerie toute humaine de leurs passions et de leurs rapports, leur rage, leurs amours, leur haine et leurs désirs. Il découvrait leur soif insatiable d'honneur et de sacrifice, leur manie d'exiger des croyances contraires à la nature et à la raison. Tandis que la plupart de ces découvertes d'elles-mêmes se traduisaient en mots dans l'esprit de Carter, il semblait que des sens inconnus lui en transmissent d'autres. Peut-être avec ses yeux, et peut-être avec son imagination, il se rendait compte qu'il se trouvait dans une région aux dimensions inconcevables pour un œil et un cerveau humain. Au sein des ombres méditantes de ce qui d'abord avait été un tourbillon de puissance
et puis un vide illimité. Il distinguait à présent un maelstrom de force créatrice qui étourdissait ses sens. Du haut de quelques points de vue inimaginables, il dominait de prodigieuses formes dont les multiples extensions dépassaient toutes les idées de taille, de limite et d'être que son esprit, malgré une vie d'études occultiques, avait été jusqu'alors capable de saisir. Il commençait vaguement à comprendre pourquoi il pouvait, au même instant, exister un petit garçon du nom de Randolph Carter en 1883 dans la ferme d'Arkham, une forme vaporeuse sur le pilier presque hexagonal dans la contrée qu'ouvrait la première porte. Ce fragment d'être, maintenant, face à face dans l'abîme sans limite avec la présence et tous ces autres Carter dont son imagination et sa perception avaient reçu l'image. Les vagues accrurent alors leur puissance et cherchèrent à perfectionner son entendement, lui découvrant, sous un jour raisonnable, l'entité multiforme dont son actuel fragment n'était qu'une infime partie. Elles lui apprirent que chaque figure dans l'espace n'est que le résultat de l'intersection par un plan de quelques figures correspondantes et de plus grandes dimensions, tout comme un carré est la section d'un cube et un cercle la section d'une sphère. De la même façon, le cube et la sphère, figures à 3 dimensions, sont la section de formes correspondantes à 4 dimensions que les hommes ne connaissent qu'à travers leurs conjectures ou leurs rêves. À leur tour, ces figures à 4 dimensions sont la section de formes à 5 dimensions et ainsi de suite, en remontant jusqu'aux hauteurs inaccessibles et vertigineuses, à l'infinité archétypique. Le monde des hommes et des dieux des hommes n'est que la phase infinitésimale d'un phénomène infinitésimal. La phase tridimensionnelle de ce minuscule univers clos par la première porte où Umerat-Tawil inspire les rêves des anciens. Bien que les hommes saluent leur terre du nom de réalité et flétrissent de celui d'irréalité la pensée d'un univers originel aux dimensions multiples, c'est en vérité exactement l'inverse. Ce que nous appelons substance et réalité est ombre et illusion. Et ce que nous appelons ombre et illusion est substance et réalité. Le temps, dirent encore les vagues, est immobile et sans commencement ni fin. Qu'il est un mouvement et soit cause de changement est une illusion. En fait, cela même est une véritable illusion. Car, excepté pour la vue étroite des êtres vivants sur des mondes aux dimensions limitées, il n'existe pas des états tels que le passé, le présent et le futur. Les hommes n'ont l'idée du temps qu'à cause de ce qu'ils appellent le changement. Mais cela aussi est une illusion. Tout ce qui a été
est et sera existent simultanément. Ces révélations lui furent faites avec une si divine solennité qu'elles le laissèrent incapable de douter. Malgré qu'elles dépassent presque sa compréhension, il pressentit que leur vérité devait se vérifier à la lumière de l'ultime réalité cosmique, car celle-ci donne un démenti à toutes les perspectives locales et à toutes les vues partielles et étroites. Carter était assez familiarisé avec les spéculations profondes pour s'être libéré de l'esclavage des conceptions locales et partielles. D'ailleurs, sa quête tout entière n'avait-elle pas été basée sur la croyance dans l'irréalité du local et du partiel ? Les vagues reprirent après un arrêt impressionnant, expliquant que les habitants des zones à 3 dimensions appellent changement ce qui, tout simplement, n'est qu'une fonction de leur conscience, considérant le monde extérieur à partir de divers angles cosmiques. C'est ainsi que les formes obtenues en sectionnant un cône semblent varier selon l'angle de la section. Elles sont cercles, ellipses, paraboles ou hyperboles selon cet angle sans qu'il se produise cependant de changement dans le cône lui-même. De la même façon, les aspects immuables de la réalité infinie semblent changer selon l'angle cosmique du regard. Les faibles êtres habitant les mondes inférieurs sont esclaves de cette variété d'angles de conscience, depuis qu'à de rares exceptions près, ils ne peuvent apprendre à les contrôler. Seul un petit nombre d'hommes instruits des mystères interdits est parvenu à ce contrôle, conquérant ainsi le temps et le changement. Par contre, les entités qui vivent par-delà les portes commandent à tous les angles et peuvent voir à volonté soit les myriades de facettes du cosmos dans une perspective fragmentaire soumise au changement, soit en dehors de toute perspective, sa totalité, sans changement. Tandis que les vagues s'arrêtaient à nouveau, Carter commença faiblement, et non sans terreur, à comprendre l'ultime retour de cette énigmatique perte de son individualité qui tout d'abord l'avait tellement horrifié. Son intuition fit la synthèse des fragments de connaissances qui lui avaient été révélés et ce faisant, le rapprocha de plus en plus de la compréhension totale du secret. Il devina qu'une grande partie de cette révélation terrifiante, le partage de son ego entre une infinité de doubles terrestres, l'aurait saisi dès le passage de la première porte, si la magie d'Umer-Alatwil, d'Umer-At-Tawil, ne l'en avait préservé, afin de lui permettre d'user avec précision de la clé d'argent pour ouvrir l'ultime porte. Anxieux d'une connaissance plus précise,
Il émit des vagues de pensées, demandant quelle relation existait exactement entre ces diverses facettes. Entre le fragment qui, à présent, avait passé l'ultime porte, le fragment qui, par-delà la première porte, siégeait encore sur le piédestal quasi hexagonal, le petit garçon de 1883, l'homme de 1928, les nombreux ancêtres qui avaient composé son hérédité et l'unité de son ego, et les innommables habitants d'autres mondes et d'autres éternités qu'un premier hideux éclair d'ultime perception avait identifié avec lui. Lentement, en réponse, les vagues de l'être s'animèrent, essayant de simplifier ce qui dépassait presque les facultés d'entendement d'un esprit terrestre. Et bonne nuit, Tenderness. À bientôt. Toutes les lignées, issues d'êtres appartenant aux dimensions limitées, continuèrent les vagues. Toutes les phases de croissance de chacun de ces êtres ne sont que les manifestations d'un être archétypique et éternel, habitant dans un espace extérieur à toute dimension. Et bonne nuit, Captain Samus. Merci d'être passé. Chaque être localisé, fils, père, grand-père et ainsi de suite, et chaque phase de l'existence individuelle, petit enfant, enfant, adolescent, homme, ne sont que les phases infinies de ce même être archétypique et éternel, phases causées par une variation dans la position de l'angle du plan de conscience par rapport à cet être archétypique. Randolph Carter, à tous les âges. Randolph Carter et tous ses ancêtres, à la fois humains et préhumains, terrestres et préterrestres, ne sont tous que les phases d'un Carter ultime et éternel, qui vit en dehors de l'espace et du temps, ne sont que de fantomatiques projections, uniquement différenciées par les angles selon lesquels le plan de conscience coupe l'éternel archétype. Un léger changement d'angle peut transformer le savant d'aujourd'hui en l'enfant d'hier. Peut transformer Randolph Carter en ce sorcier Edmund Carter qui s'enfuit de Salem en 1692 pour gagner les collines par-delà Arkham. Ou ce Pickman Carter qui, en 2169, usera d'étranges stratagèmes pour repousser les hordes mongoles venues d'Australie. Le même changement peut transformer un Carter humain en l'une de ces entités immémoriales qui ont habité la primitive Hyperborée et adoré le noir et changeant Tsatagua après s'être enfui de Kitanil, la double planète qui, autrefois, gravitait autour d'Arcturus. Le même changement peut transformer un Carter terrestre en l'un de ses ancêtres plus anciens, dont nous soupçonnons à peine la forme, et qui habitait Kitanil elle-même. En l'une de ces créatures encore plus anciennes qui vivaient sur Stronti, planète transgalactique. En l'une de ces consciences vaporeuses à 4 dimensions qui se mouvaient
dans un autre continuum espace-temps, ou bien en l'un de ces cerveaux végétaux qui, dans le futur, peupleront une comète radioactive et sombre d'une orbite inconcevable. Et ainsi de suite, dans le cycle cosmique sans fin. Les archétypes, disaient les vibrations des vagues, peuplent l'ultime abîme, sans forme, ineffable et seulement pressenti par quelques-uns des rêveurs habitant le monde des basses dimensions. Leur chef est, en personne, l'être en train de parler. Et cet être en vérité est le propre archétype de Carter. Le zèle jamais rassasié de Randolph et de tous ses ancêtres dans la quête des secrets cosmiques interdits est le résultat naturel de cette filiation avec le suprême archétype. Dans chaque monde, tous les grands magiciens, tous les grands penseurs et tous les grands artistes en sont les diverses facettes. Presque anéanti par une crainte mêlée d'une terrible joie. La conscience de Randolph Carter rendit hommage à cette entité transcendante dont il était issu. Comme les vagues s'arrêtaient à nouveau, il médita dans le profond silence, pensant à d'étranges hommages, de plus étranges questions et d'encore plus étranges requêtes. De bizarres concepts flottaient contradictoirement dans son cerveau, ébloui par des visions extraordinaires et des révélations imprévues. Il lui vint à l'esprit que, si ces découvertes étaient littéralement vraies, il pourrait personnellement visiter tous ces âges infiniment distants et toutes ces contrées de l'univers qu'il n'avait jusqu'ici connues qu'en rêve. Mais pourrait-il commander que la magie changeât l'angle de son plan de conscience ? La clé d'argent ne pourrait-elle pas suppléer la magie ? Ne l'avait-elle pas transformé, lui, un homme de 1928, en un enfant de 1883, puis ensuite en quelque chose qui était tout à fait hors du temps. Singulièrement, malgré son apparente absence de corps actuel, il s'aperçut qu'il avait encore avec lui la clé. Tandis que se prolongeait le silence, Randolph Carter émit les pensées et les questions qui l'assaillaient. Il comprit que, dans cet ultime abysse, il était équidistant de chaque facette de son archétype, humaine ou non humaine, terrestre ou extraterrestre, galactique ou transgalactique. Et c'est avec une curiosité fiévreuse qu'il inspecta les autres phases de son être, spécialement ces phases qui, dans l'espace et le temps,
étaient les plus éloignés de 1928, ou qui, avec persistance, avaient hanté ses rêves d'un bout à l'autre de sa vie. Il devina que son entité archétypique pouvait à volonté, en changeant son plan de conscience, l'envoyer personnellement dans chacune de ces phases du lointain passé. Et malgré les découvertes qui, déjà, l'avaient illuminé, il brûlait d'atteindre cette plus intense découverte. Marcher avec son corps à travers les paysages grotesques ou incroyables que les visions de ses nuits lui avaient fragmentairement révélés. Et bienvenue. Et merci pour le follow Eloy GTR2, qui est officiellement le ou la 2100e followeuse. Bienvenue. Il interrogeait, sans intention définie, la présence, afin d'accéder à un monde pâle et fantastique, dont les 5 soleils multicolores, les constellations magiques, les vertigineux rochers noirs couverts de coquillages, les habitants griffus aux groins de tapir, les bizarres tours de métal, les souterrains secrets et les mystérieux cylindres volants s'étaient maintes et maintes fois imposés à ses rêves. Ce monde, pressentait-il, était le seul qui, dans tout le cosmos concevable, fût en contact avec les autres. Et il était impatient d'explorer les visions dont il avait entrevu le commencement et de s'embarquer à travers l'espace vers ces mondes encore plus lointains, avec lesquels les habitants griffus à groins de tapir entretenaient des relations. Il n'avait plus le temps d'avoir peur. Comme en toutes les crises de sa vie, une intense curiosité cosmique triomphait de tout le reste. Quand les vagues reprirent leurs imposantes pulsations, Carter sut que sa terrible requête était exaucée. L'être lui parlait des golfes nuiteux qu'il aurait à traverser, de la quintuple étoile inconnue, brillant dans une galaxie insoupçonnée, autour de lesquelles gravitent des mondes étrangers, et des choses horribles et inférieures contre lesquelles combat perpétuellement la race griffue à groins de tapir. Il apprit aussi de combien l'angle de son plan de conscience personnel et l'angle de son plan de conscience en rapport avec les éléments de l'espace-temps de sa recherche devaient être simultanément inclinés afin de réintégrer dans un monde la facette Carter qu'il avait habité. La présence l'avertit de faire confiance à ces symboles, si jamais il désirait revenir des mondes éloignés et étrangers qu'il avait choisis. Et il émit une impatiente approbation assurée que la clé d'argent qu'il sentait avec lui et dont il savait qu'elle l'avait réintégré à la fois dans le monde et le plan personnel en le renvoyant en arrière en 1883, contenait les symboles en question. L'être, saisissant l'occasion de son impatience, lui signifiait à présent son pressant désir de le voir accomplir son monstrueux envol.
Les vagues cessèrent brusquement, et survint alors un temps de passagère tranquillité, empli d'une indicible et redoutable attente. Ensuite, sans avertissement, éclatèrent un ronflement et un énorme bruit de tambour qui s'enflèrent en un terrifiant coup de tonnerre. Une fois de plus, Carter se sentit le point focal d'une intense concentration d'énergie qui le frappait, le martelait et le brûlait insupportablement dans le rythme maintenant familier de l'espace extérieur et qu'il ne pouvait qualifier autrement que d'explosante chaleur d'une étoile incandescente ou de froid absolument pétrifiant de l'ultime abîme. Des bandes et des raies de couleurs entièrement étrangères à notre spectre jouaient et s'entrelaçaient devant lui, tandis qu'il prenait conscience de la terrifiante rapidité de son déplacement. Il eut la fugitive vision d'une forme assise, seule, sur un trône nuageux, se rapprochant plus que d'aucune autre de l'apparence hexagonale. Et voilà qui sonne la fin de notre soirée. Désolé, je vous cite Jai. La suite, la semaine prochaine. Et oui. Bah, c'était mon dernier live. À plus, les gens de la mais à plus les petites salut les petites horreurs. À bientôt. C'était, Mascox pour Horrifique Histoire. Salut. Vidéo face reveal. Ah putain de merde. On est fatigué, je crois.